Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur cet épisode qui s'avère être plus qu'intéressant vu qu'aujourd'hui on va parler d'intelligence artificielle. On va ajouter une nouvelle fonctionnalité à notre jeu, on va faire en sorte que notre joueur ne soit plus tout seul dans le monde qui l'entoure, parce que c'est bien d'avoir des items et des éléments avec lesquels interagir, mais s'il n'y a pas d'ennemis ou de monstres à combattre, eh bien le gameplay risque de s'essouffler assez rapidement. Aujourd'hui, on va donc mettre en place une première intelligence artificielle, une première version qui, vous le verrez, sera déjà assez complète. J'ai décidé de partir sur l'ajout d'un animal, je vais ajouter un ours qui va donc se balader dans la scène et qui, s'il détecte le joueur, va commencer à le prendre en chasse et donc il va essayer de l'attaquer. Pour cela, on va se baser sur les navmesh dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Si vous n'en avez jamais entendu parler, si vous n'avez jamais fait d'intelligence artificielle sur Unity, rassurez-vous, ce n'est pas très compliqué, mais je vous conseille tout de même de regarder la vidéo que j'ai réalisée sur le sujet. C'est une vidéo qui est assez courte et qui vous donnera toutes les bases nécessaires pour bien comprendre comment fonctionnent les intelligences artificielles avec les navmesh sur Unity. L'ours dont je vous parlais et dont vous avez vu une petite démonstration est issu de l'Asset Store et il vient du pack RPG Forest Animal de Blink, c'est un pack qui est gratuit. À l'intérieur on retrouve bien évidemment le modèle 3D, les textures, les matériels, etc. mais aussi et surtout les animations qui vont avec ce modèle. Tout le nécessaire, on va pouvoir l'importer via un fichier Unity Package. Je me suis donc basé sur le pack que je viens de vous montrer, je l'ai nettoyé, j'ai gardé uniquement l'essentiel et j'ai tout ajouté comme d'habitude dans un fichier qu'on va pouvoir importer. Donc on clique sur Download, on peut ensuite, une fois que c'est terminé, lancer l'import du fichier Unity Package. On va retrouver plusieurs animations, une animation d'attaque, une de mort, une où l'ours est blessé, une animation idle, donc une animation d'attente, une animation où l'ours court et une où il marche. Ensuite on retrouve les habituels matériels, modèle 3D, une préfab et les textures qui vont avec. Vous pouvez cliquer sur le bouton Import et tous ces éléments ils vont s'importer dans un nouveau dossier que j'ai créé à part, je trouvais ça un petit peu plus propre. On peut commencer directement dans le dossier Bear Prefab par importer la préfab de ce modèle 3D pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi il ressemble dans la scène. Avant de s'occuper de l'ours en lui-même, de lui ajouter tous les composants nécessaires pour le faire fonctionner, on va commencer par préparer notre scène à l'utilisation du navmesh. Je vais essayer de résumer un petit peu, mais encore une fois, je vous conseille vraiment d'aller regarder la vidéo que j'ai réalisée sur l'intelligence artificielle, les navmesh sur Unity, parce qu'elle est très complète, malgré que la vidéo soit relativement courte. On va aller dans l'onglet Window, AI, Navigation. Chez moi, la fenêtre s'est ouverte directement ici sur la droite, et c'est cette fenêtre qui va faire le plus gros du travail pour nous. Elle va faire en sorte de bake notre scène, c'est-à-dire de la configurer de manière à ce que des intelligences artificielles puissent se déplacer dessus. Pour faire ce bake, il faut se rendre dans l'onglet du même nom ici et appuyer sur la touche Bake. Sauf que on ne verra absolument aucune modification dans la scène, c'est comme s'il s'était rien passé. La raison à ça, c'est que pour utiliser les navmesh sur Unity, il faut qu'on précise quels sont les objets où vont pouvoir se déplacer nos intelligences artificielles. Et par défaut, aucun élément de notre scène n'est marqué comme pouvant être utilisé par les intelligences artificielles. Pour pouvoir marquer des objets comme tels, il faut qu'on les rende statiques. On a juste une petite coche à cocher sur chacun de nos objets. Par exemple, dans un premier temps, je vais prendre le sol de ma scène, qui est juste un plane, et je vais également sélectionner les 4 cubes que j'ai posés ici dans la scène, et qui n'ont aucune utilité technique, ce sont simplement des points de repère comme je l'avais expliqué au début. Une fois tous ces éléments sélectionnés, je peux me rendre dans l'inspecteur et on retrouve à droite ici une coche statique que je vais cocher. Le nom de ce paramètre est vraiment transparent. En réalité, tous les objets qui sont censés être statiques, c'est-à-dire tous les objets qui ne sont pas censés se déplacer, qui ne sont pas censés bouger dans notre jeu, on est censé, en théorie, les marquer comme étant statiques. Il y a pas mal de fonctionnalités de Unity qui se basent sur ce paramètre pour fonctionner, et c'est notamment le cas des navmesh. Une fois que j'ai marqué tous ces objets comme étant statiques, je peux retourner dans Navigation et relancer un bake. Cette fois-ci, on peut voir dans l'onglet scène qu'on a directement un résultat un petit peu différent. On voit qu'il y a des zones bleues qui sont apparues, notamment sur le sol, et chez moi, sur le dessus de certains cubes, on peut voir effectivement aussi des zones qui sont apparues. Ces zones bleues, elles représentent tous les endroits où vont pouvoir se déplacer nos intelligences artificielles.
Dans un premier temps, je vous conseille de marquer au moins votre sol comme étant statique et de lancer un bake. Il faut au moins que votre sol soit affiché en bleu. Un petit peu plus tard dans la vidéo, on relancera un bake et j'en reparlerai un petit peu plus en détail. Pour le moment, je vous recommande de marquer au moins votre sol comme étant statique et de lancer un bake. Donc en théorie, vous devriez avoir à peu près la même chose que moi avec votre sol affiché en bleu et on va pouvoir enchaîner avec l'étape suivante. On peut retourner dans l'inspecteur et on peut sélectionner notre ours. Je vais le déplacer un petit peu. Et cet ours, pour fonctionner, il va avoir besoin de plusieurs composants. Le premier, c'est le Nav Mesh Agent, qui lui saura automatiquement quelles sont les zones bleues de la map, donc les zones où cet élément a le droit de se déplacer. On y retrouve également un certain nombre de paramètres, notamment la vitesse à laquelle va pouvoir se déplacer cet objet. On va en reparler dans un instant. Et on va ajouter ensuite un deuxième élément qui sera un script et qui va nous permettre de déplacer cet élément dans la scène et de lui ajouter en fait toute la logique nécessaire. On peut l'appeler Enemy AI, à savoir que ce script et de manière générale tout ce qu'on va faire dans cette vidéo, vous allez pouvoir le réutiliser pour d'autres intelligences artificielles. Aujourd'hui on ajoute un ours, je vais le configurer avec vous en vous donnant les bons paramètres, mais vous pouvez tout à fait ajouter, je ne sais pas, un loup ou un lapin ou même une créature humaine ou un monstre, bref, les navmesh ça fonctionne vraiment pareil quel que soit le modèle utilisé. Et on peut directement l'ouvrir avec Visual Studio. Pour la mise en place, on va y aller étape par étape. On va commencer par faire en sorte que cet ours puisse se déplacer. Et on va faire en sorte qu'il se déplace en permanence vers le joueur. Il va essayer de le poursuivre en quelque sorte. Donc on va ajouter plusieurs variables. On va les regrouper dans un header pour que ce soit plus propre, qu'on va appeler references. On a besoin, pour se déplacer vers le joueur, de savoir où se trouve le joueur. Donc on va prendre directement sa transform, on n'a pas besoin de l'objet en lui-même, on veut juste avoir les positions du joueur, qu'on peut appeler juste player. Et pour que ce script puisse déplacer notre ours en se basant sur le navmesh qu'on a généré tout à l'heure, il faut qu'on accède au component qu'on vient d'ajouter, le navmesh agent, mais pour ça il faut l'importer avec UnityEngine.ai, donc AI, et il faut qu'on ait une référence à ce component, donc on va l'ajouter navmesh agent, et on peut simplement l'appeler agent. Maintenant qu'on sait vers où on veut déplacer notre objet, et qu'on a l'accès au navmesh agent, on peut simplement faire dans la fonction update agent.setDestination, et ici on peut passer un vector 3, donc une position vers laquelle l'élément va se déplacer, et ici ce sera player.position. On peut sauvegarder, on va remplir les deux variables qui sont apparues dans le script, donc pour player on va glisser player, l'objet de la scène, et agent c'est l'élément qu'on a juste en dessous, et on peut tester. On va voir qu'avec une seule ligne de code et notre navmesh agent, on a maintenant déjà un objet qui va suivre le joueur. L'ours va en permanence essayer d'atteindre le joueur, quel que soit son emplacement. Là vous voyez que je suis de l'autre côté d'un mur, et bien l'ours, il sait faire le tour de l'objet. Ça c'est grâce au navmesh agent. Il y a une fonctionnalité dont je vous ai parlé tout au début de la série, c'est la possibilité d'appuyer sur la touche F pour notre personnage et ensuite de s'envoler. On peut également utiliser la touche de sprint pour aller encore plus vite, et vous allez voir que ça va être très utile aujourd'hui pour pouvoir tester ce système. Donc c'est parfait, ça fonctionne bien, c'est plutôt encourageant comme début, surtout qu'on a fait ça qu'avec une seule ligne, mais vous allez voir que notre script il va rapidement se compliquer un petit peu. Déjà, on va vouloir que l'ours ne puisse pas nous pourchasser en permanence. Déjà parce que c'est effrayant, et ensuite parce que ce serait pas super agréable d'avoir ça pendant toute la partie. Ce qu'on veut nous, c'est que cet ours, il ait un rayon de détection, qu'il puisse détecter le joueur dans un certain périmètre. On va ajouter un nouveau header dans lequel on va ajouter toutes les statistiques de notre ennemi. Il va y en avoir un certain nombre, c'est pour ça que j'ajoute déjà le header, mais dans un premier temps, on va en ajouter qu'un seul, qui sera une float, et qu'on va appeler Detection Radius, donc le rayon de détection. Et dans la fonction update, on va pouvoir faire une simple condition en utilisant une méthode qui s'appelle distance sur vector 3, et qui va concrètement nous donner la distance entre deux objets. Chez nous, ce qu'on veut, c'est la distance qu'il y a entre la position du joueur, player.position, virgule, et l'objet actuel, notre ours, transform.position. Et on va simplement pouvoir dire que si la distance entre ces deux objets est inférieure à notre detection radius, alors effectivement l'ours va se mettre à poursuivre le joueur.
Si le joueur est trop loin du detection radius, l'ours va arrêter de le suivre. L'ajout du rayon de détection, il va également me permettre de vous présenter une méthode dont j'ai pas encore parlé dans cette série et qui est vraiment très pratique. C'est onDrawGizmo. Et grâce à cette méthode, on va pouvoir imager dans l'onglet scène le radius. Donc on aura vraiment un exemple visuel, on saura à quoi ça correspond. Ça sera plus clair une fois qu'on l'aura mis en place. On va commencer par lui définir une couleur à ce rayon. Donc par exemple, chez moi, je vais prendre du jaune. Et ensuite, je vais faire un gizmo.drawWireSphere. Et j'ai juste à préciser d'où sera dessinée cette sphère. Donc là, ça va être l'objet actuel, la position de l'objet actuel. Et ensuite, la taille, le rayon plutôt de cette sphère, Detection Radius. On va sauvegarder ça, on va revenir sur Unity. Et si on modifie maintenant sur la droite le Detection Radius, si on l'augmente, vous allez voir apparaître une sphère jaune autour de notre ours, et qui va littéralement représenter le rayon de détection. Cela nous donne une représentation claire de la zone autour de l'ours dans laquelle le joueur va pouvoir être poursuivi. Par exemple, j'augmente un petit peu mon radius, je vais le mettre à 6. On peut voir qu'actuellement le joueur n'est pas dans cette zone, il est bien à l'extérieur. Ce qui fait que si j'appuie sur Play, on ne devrait pas avoir l'ours qui nous poursuit. Et effectivement, il y reste gentiment là-bas. Mais si je m'approche un petit peu trop, si je rentre dans la zone, on peut voir que l'ours m'a détecté et il va commencer à me suivre. De la même manière, si je m'échappe de l'ours, si j'arrive à courir plus vite que lui, ce qui est le cas ici par défaut, on va voir que l'ours va simplement s'arrêter, parce qu'il ne détecte plus le joueur, donc il va arrêter de le suivre. On va maintenant faire en sorte que si l'ours n'est pas à proximité du joueur, s'il n'est pas en train de le poursuivre, eh bien on va faire en sorte que cet ours, eh bien, il vit sa vie tranquillement. Il va pouvoir se balader un petit peu dans la scène. On va lui donner des petites destinations aléatoires, des petits déplacements, et lui va simplement les suivre. On va revenir dans notre script. On va ajouter un paramètre qu'on peut mettre en privé. Pas besoin de mettre de serialize field, on n'est pas censé le modifier à la main. Ça sera une booléenne qu'on va appeler awaiting destination. La prochaine étape donc du développement de notre intelligence artificielle, c'est de traiter le moment où le joueur n'est pas aux alentours. Qu'est-ce que va faire l'ours? Il va donc se balader tout seul. Il va donc, à certains moments, attendre d'avoir une nouvelle destination vers laquelle se déplacer. On va donc traiter le cas inverse qu'on a mis ici dans la fonction update, c'est-à-dire celle où le joueur n'est pas à proximité. Sur le NavMeshAgent, on a accès à un paramètre qui s'appelle Remaining Distance et qui nous permet de savoir quelle est la distance restante entre l'ours, entre notre intelligence artificielle et sa destination. Ça nous permet de savoir si l'ours a terminé son déplacement. Plutôt que de dire remaining distance égale 0, parce que les déplacements dans un univers en 3D c'est rarement extrêmement précis, on va ajouter une petite valeur de sécurité en disant que si la distance qui reste est de 0,75 unités, ça représente 75 cm, on va dire à notre ours de passer à sa destination suivante. On va pas attendre qu'il soit pile exactement au millimètre près à l'endroit où il souhaitait aller, on va ajouter une petite zone de sécurité. Et on va dire que s'il n'est pas en train d'attendre une nouvelle destination, alors on va lui en générer une nouvelle. On va lui dire vers où il est censé se déplacer. Ça, c'est quelque chose qu'on va faire via une coroutine. Ça sera beaucoup plus simple parce qu'on va devoir marquer des pauses à certains moments. On va pouvoir la créer juste en dessous. enumerator get new destination. Et pour rendre ça un petit peu plus clair, au lieu de awaiting destination, on va dire as destination. Comme ça veut dire qu'il a une destination. Changez bien le nom de la variable aussi. Ça sera un petit peu plus clair de cette manière. Et du coup, lorsqu'on appelle getNewDestination, on va dire que notre ours, il a une destination à partir de maintenant. Donc pour l'instant, pas besoin d'en chercher une autre. Une fois que notre ours, il a sa destination, comme je le disais, on va faire en sorte qu'il attende quelques secondes avant de se déplacer. Ça ajoutera un petit peu plus de réalisme, donc on va attendre un certain nombre de secondes. Plutôt que de mettre une valeur en dur, on va ajouter deux paramètres et on va tirer une valeur aléatoire entre les deux. Comme ça, on aura vraiment un aspect un petit peu réel, on n'aura pas à chaque fois 3 secondes d'attente par exemple. On peut même mettre ça dans un header à part parce qu'il y aura d'autres éléments semblables. Et à l'intérieur, on va mettre deux floats en serialize field, wandering wait time min, et la deuxième ça sera max. On peut revenir ici. On va faire un random.range, on va tirer donc une valeur aléatoire, quelque chose qu'on a déjà vu
entre wandering wait time in et wandering wait time max. Ne pas oublier de bien fermer la parenthèse. Et on va ensuite prendre un point aléatoire à proximité de notre ours vers lequel on va aller le déplacer. Pour ça, on va prendre une variable temporaire de type vector3 qu'on va appeler nextDestination et qui par défaut sera égale à la position actuelle de notre ours. Et on va ensuite additionner à cette variable une autre valeur, donc faire un plus égal, et cette valeur, ça va être un vector3 dans lequel on peut faire un random.range entre -1 et 1 pour la valeur x. Pour y, on ne veut pas faire de déplacement, donc on va mettre 0. Et pour z, on va encore faire un random.range entre -1 et 1. Ce vecteur, on va le normaliser. On va faire en sorte qu'il soit entre 0 et 1. Mais surtout, pour éviter que ce soit des micro-déplacements de une unité, on va multiplier ce vecteur qu'on a généré par des paramètres qu'on va définir nous-mêmes. Un petit peu comme on l'a fait avec le wandering wait time min et max. On va de nouveau créer deux floats privés. Et l'autre, ce sera max. Puis on redescend. Et juste ici, on va multiplier ce vecteur par une valeur aléatoire, encore une fois, entre wandering distance min et wandering distance max. Donc concrètement, par exemple, si dans min on met 1 et dans max on met 3, eh bien notre ours il fera un déplacement entre 1 et 3 mètres dans une direction aléatoire. Vous voyez qu'on utilise pas mal de random.range, l'intérêt étant de rendre ces déplacements vraiment aléatoires pour donner l'impression que notre ours réfléchit et qu'il prend des décisions d'aller dans telle ou telle direction. Maintenant qu'on connaît la position de la prochaine destination, on va pouvoir faire appel à la classe navMeshIt. On va créer une variable temporaire it, ça va fonctionner un petit peu comme les raycasts. Et ensuite, on va simplement aller chercher dans le navmesh le point qui correspond à cette destination. Pour faire ça, on utilise samplePosition. Et à cette méthode, on a juste à passer nextDestination, donc la position qu'on a générée pour l'endroit où on veut aller. On va stocker ça dans outIt. Le paramètre suivant de samplePosition, c'est la distance max à laquelle on va aller chercher ce point. Donc ici, on n'a pas besoin de s'embêter, on peut mettre wandering distance max, vu que c'est ce qu'on utilise déjà. Et pour finir, il faut qu'on précise dans quelle zone du navmesh on va pouvoir chercher. Et chez nous, on n'a pas encore défini de zone, donc on peut mettre all areas, donc toutes les zones. Et on peut ouvrir cette condition, et à l'intérieur, on peut dire à notre agent, donc à notre navmesh agent, vers où il est censé se déplacer. Donc comme on l'a fait avec le joueur, on fait un setDestination, et ici, it.position. Et pour faire en sorte que ce système fonctionne en boucle et qu'il puisse se déplacer de lui-même à chaque fois, cet ours, on va dire que asDestination passe à false. On n'a plus de destination. Et avec ce qu'on a mis, on devrait déjà avoir notre ours qui peut se déplacer tout seul de lui-même dans la scène. Il ne faut pas oublier de remplir les différents paramètres. Wait time min, c'est le temps minimal qui sera attendu après un déplacement. Donc une fois que l'ours est arrivé à destination, combien de temps il va attendre sur place? Je vais dire qu'il va attendre au moins 2 secondes et qu'au maximum il peut attendre 5 secondes. Et ensuite on a wandering distance min et max. Par exemple, moi je vais mettre 3 et 6. Ce qui veut dire que l'ours se déplacera entre 3 et 6 mètres dans une direction aléatoire. Pour pouvoir tester et ne pas trop interférer avec l'ours, je vais le mettre un petit peu plus loin et mon joueur, je vais le reculer un petit peu. On va appuyer sur play et ça devrait automatiquement fonctionner par défaut. Donc il va commencer par attendre quelques secondes, puis il va se déplacer dans une direction. Il va de nouveau attendre quelques secondes et il va ensuite se redéplacer dans une autre. Si je m'approche de l'ours suffisamment près pour être dans son radius, il va complètement abandonner cet état d'esprit de se déplacer pour prioriser la poursuite. Parce que c'est la première condition qu'on a mis dans Update. Ce qui veut dire que l'ours aura toujours en priorité la poursuite du joueur plutôt que de se balader dans la scène. Je vais m'échapper de l'ours, ce qui fait qu'il va me perdre, et ensuite c'est de nouveau la condition else qui va prendre le relais, et donc simplement le mode balade, si on peut l'appeler comme ça. Donc ça fonctionne plutôt bien, mais comme vous pouvez le voir, le résultat visuel, il n'est pas vraiment au top, parce que notre ours, il n'a pas encore d'animation, et ça va être l'étape suivante. Sur la préfab de notre ours, on va pouvoir ajouter un animator. On va aller chercher
l'avatar de l'ours. Donc normalement il s'appelle Bear Avatar, vous devriez le retrouver chez vous. Et il va falloir qu'on crée un contrôleur pour ajouter toutes les animations nécessaires. Je vais créer ce contrôleur directement dans Bear Animation avec toutes les animations qu'on a ici. Clic droit, Create, et ensuite c'est Animator Controller, et on peut l'appeler Bear Controller. On va revenir sur notre ours, et on va faire un glisser-déposer de Bear Controller dans la variable contrôleur. On va ensuite ouvrir ce contrôleur, et on va ajouter toutes les animations, toute la logique d'animation nécessaire. On va commencer par ajouter directement l'animation de base, celle qu'on retrouve sur tous les éléments qui sont animés, enfin sur toutes les créatures qui sont animées. C'est notre animation idle. Chez nous, elle s'appelle Bear Idle Combat, et vous pouvez la glisser, déposer directement dans le contrôleur. Rien qu'en faisant ça, on va juste vérifier, si on appuie sur Play, on devrait avoir notre ours qui est animé. Comme je vous le disais, notre ours, il a deux animations de déplacement. Il a Bear Walk Forward, c'est une animation où l'ours va simplement marcher, et on a Bear Run Forward, donc une animation où il va courir. Je suis parti du principe que lorsque l'ours se balade, on va jouer l'animation où il marche. Par contre, si l'ours détecte le joueur et qu'il le prend en chasse, on va jouer l'animation Run. Pour savoir si on doit jouer l'animation de marche ou l'animation de course, on va se baser sur la vitesse de notre ours. Comme je l'ai dit, la vitesse, on va la modifier. On va faire en sorte qu'il aille plus vite en poursuite que lorsqu'il se balade. Dans notre animator, dans l'onglet Parameters, on va donc pouvoir ajouter une float, qu'on va appeler Speed. Et cette valeur, on va directement la passer à l'animator depuis notre script ennemi AI. Il faut qu'on ait une référence à notre animator, on va l'ajouter tout en haut. Et dans la fonction update, après nos conditions qu'on a ici, qu'on soit en train de poursuivre le joueur ou de se balader tranquillement, dans tous les cas, on va accéder à l'animator et on va lui passer la vitesse actuelle de notre intelligence artificielle. Et ça, on y a accès depuis le NavMesh Agent. On a la vélocité qui est disponible dessus. Et nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est la magnitude, parce que la vélocité, c'est un vecteur 3. La magnitude, ce sera l'équivalent sous forme de float. On va directement en profiter pour faire en sorte d'avoir une vitesse différente lorsqu'on poursuit le joueur et lorsqu'on se balade. On va ajouter ça dans nos stats qu'on a ici. Une première variable serialize field, private, float, qu'on va appeler walk speed. Et on peut copier-coller ça. Et la deuxième, on va l'appeler chase speed. Et dans la fonction update, on va dire ici, si on est en train de poursuivre le joueur, agent.speed sera égal à chase speed. Et dans le else, si on est en train de se balader, agent.speed sera égal à walk speed. On va revenir sur Unity, on peut sélectionner notre ours et dans l'inspecteur sur la droite, on va directement mettre les bonnes vitesses. Je ne sais plus du tout ce que j'avais utilisé pour mes tests, je vais mettre 2 pour la marche et 3,5 pour la poursuite. Je vérifierai mes valeurs de test tout à l'heure, mais pour l'instant on va utiliser ça. Maintenant que l'on sait à quelle vitesse se déplace l'ours lorsqu'il se balade et lorsqu'il poursuit notre joueur, et vu que la vitesse actuelle sera envoyée à speed, on va pouvoir se baser sur ce paramètre pour jouer l'animation de marche ou de course, selon la vitesse actuelle de notre intelligence artificielle. Le moyen le plus simple de gérer ça, c'est d'utiliser un blend tree, donc on peut faire un clic droit. On va créer un nouveau state from new blend tree. On peut le sélectionner sur la droite, on va l'appeler movement. Et on va créer une transition depuis idle combat vers movement. Et on va dire ici que on va passer de l'un à l'autre si la vitesse est supérieure à 0,1. On va ajouter encore une fois une petite marge de sécurité, on va pas mettre 0. Et on pourra l'adapter si nécessaire. On enlève le as exit time également, c'est très important. On peut ensuite rentrer dans movement, on peut double-cliquer dessus et sélectionner le blend tree qu'on a ici. Et sur la droite, on va pouvoir ajouter toutes les animations entre lesquelles on va transitionner selon la vitesse qui est passée. Donc allons-y, on va ajouter un nouveau motion field. La première animation qu'on va ajouter, ça va être le Bear Idle Combat. On va ensuite en ajouter une deuxième, Add Motion Field. Cette fois-ci, ce sera Walk. Il faut bien le faire dans cet ordre-là. Donc Bear Walk Forward. On va ensuite ajouter un autre Motion Field. Et cette fois-ci, on va remettre Walk
bear walk forward. Donc on va avoir 2 fois la même d'affilée, c'est tout à fait normal, vous allez voir pourquoi. Et on va en ajouter une dernière, qui sera le bear run forward. On va décocher le automate thresholds, on veut modifier nous-mêmes les valeurs. Et concrètement, ici dans threshold, on va indiquer, selon la vitesse qui est passée, quelle animation on est censé jouer. Par exemple, le bear idle combat, on est censé le jouer au threshold 0. On va ensuite dire que si la vitesse actuelle de notre intelligence artificielle est de 0,1 ou plus, on va commencer à jouer au walk forward. On va directement aller au dernier, au run forward, et on va dire qu'à partir du moment où la vitesse elle est supérieure à 3,5, alors notre ours il est censé courir. Et ensuite le deuxième walk forward qu'on avait mis, on va mettre 3. La raison pour laquelle on a mis 2 fois walk forward entre 0,1 et 3, ça veut dire que entre ces deux valeurs, on va toujours jouer l'animation de marche. Je précise que les valeurs qu'il y a actuellement dans Threshold, on les modifiera dans un petit instant. Je ne me souviens plus exactement des valeurs que j'ai utilisées pendant mes tests, donc pour l'instant on va mettre celle-là, mais on va adapter lors du prochain test. Le souci si on met walk forward à 0,1 et run forward à 3,5, c'est qu'on va avoir une sorte de fondu entre les deux, on va avoir un mélange des deux animations en même temps qui va se jouer sur l'ours, et ça va nous donner un résultat assez bizarre. Mais on va déjà pouvoir tester tout ça, on va revenir dans la scène. On peut sélectionner Bear dans la hiérarchie, il ne faut pas oublier de set l'animator qu'on a ici. Donc on fait un glisser-déposer, il est juste au-dessus. Et on va pouvoir tester. Si j'appuie sur Play, on devrait voir par défaut l'ours être en idle. Et quand il va commencer à se déplacer, vous voyez qu'il s'est mis en animation de marche. Il ne s'est pas mis à sprinter, il s'est juste mis à marcher. On peut voir qu'au niveau des transitions, c'est pas vraiment parfait et c'est justement dû au threshold qu'on vient de configurer. Donc on va modifier ça dans un instant, mais on va juste tester la poursuite. Si je m'approche de l'ours, que je rentre dans son rayon de détection, sa vitesse actuelle va augmenter et vous allez voir qu'il va se mettre en animation de course. Et là, effectivement, il va essayer de m'attraper. Je viens d'aller vérifier les valeurs que j'avais utilisées pour préparer cet épisode et elles étaient plutôt pas mal, donc je vais réutiliser les mêmes. Sur notre ours, j'avais bien mis 2 en walk speed, mais 4 en chase speed. Et surtout dans l'animator, j'ai fait une petite erreur sur le blend tree. Le walk forward, je l'avais mis à une valeur plus élevée pour qu'on ait un fondu qui soit plus agréable entre le moment où l'ours marche et le moment où il se remet en animation d'attente. Donc 0,8 c'était pas trop mal, encore une fois ça sera peut-être à adapter pour que ça vous plaise à vous aussi, mais dans un premier temps ça devrait être pas trop mal. On va tester, on va appuyer sur play. On devrait voir par défaut l'ours se déplacer tranquillement de lui-même avec son animation de marche, et lorsqu'il s'arrête il repasse en animation idle. Alors vous voyez que là d'ailleurs l'ours traverse le rocher, c'est totalement normal, justement on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Et le résultat a l'air d'être pas trop mal. Si je m'approche de l'ours, on va voir qu'il va directement passer en animation de course, et là, tant qu'on n'arrive pas à s'échapper, il va nous suivre avec cette animation. Si je cours suffisamment vite pour le lâcher, on peut voir qu'il va aller à la dernière position connue du joueur, et ensuite il va repasser dans un mode wander, donc le mode de déplacement où il va simplement se balader. Je vais juste en profiter tout de suite pour adapter un petit peu certaines des variables de mon script Enemy AI, notamment le Wandering Distance Min 2, c'est très très faible. En fait, l'ours en lui-même, il fait déjà au moins 2 unités, ce qui fait que si jamais on génère un nombre en distance qui est proche de 2, eh bien il va faire un déplacement qui est quasi inexistant, donc il vaut mieux mettre une valeur un peu plus élevée, par exemple entre 4 et 7,5 ou 8. Encore une fois, c'est à adapter, mais je vous conseille de ne pas mettre des valeurs trop basses dans le distance min. Comme je vous le disais maintenant, on va terminer la configuration de cette intelligence artificielle en ajoutant la possibilité d'attaquer le joueur. Ça va être assez simple, la void start, on va la supprimer. Alors, on n'en aura pas besoin aujourd'hui. Pour que l'ours puisse attaquer le joueur, il faut qu'on précise à quelle distance il peut le faire. Donc on va faire un petit peu ce qu'on a fait avec Detection Radius. Chez moi, je vais le copier-coller. Vous savez que je suis un adepte. Et cette copie, je vais l'appeler Attack Radius. Tout en bas du script, dans le onDraw Gizmo, je vais faire exactement ce qu'on a fait ici. Je vais copier les 2 lignes et les coller en dessous pour qu'on puisse également voir le rayon d'attaque. Donc on va juste modifier dans la copie Attack Radius et vous pouvez changer la couleur aussi. Chez moi, j'ai mis en rouge.
On va dans la fonction update, dans la première condition, donc lorsque l'ours est en train de poursuivre le joueur, on va faire une vérification si en plus d'être en train de poursuivre le joueur, il est à portée suffisante pour pouvoir l'attaquer. Donc pour ça, on va ajouter une autre condition à l'intérieur de la première. On va de nouveau vérifier une distance. Toujours entre la position du joueur et la position de notre ours. On pourrait refactorer ça et ne calculer la distance qu'une seule fois. On fera peut-être ça un petit peu plus tard. Et on va dire cette fois-ci que si c'est inférieur à attack radius, alors on va attaquer le joueur. Et si ce n'est pas le cas, si on n'est pas à distance pour attaquer, on va continuer de poursuivre avec cette ligne. L'attaque va fonctionner un petit peu comme la recherche de destination. On va utiliser une coroutine pour ça. Et il faut qu'on sache si l'ours est déjà en train d'attaquer le joueur pour ne pas lancer des attaques en boucle. Donc notre boolean as destination, alors je vais juste la déplacer, je vais la mettre plutôt là en bas. Je préfère quand c'est bien rangé. Et je vais ajouter une autre boolean qui va fonctionner vraiment sur le même principe et qu'on va appeler is attacking. Comme ça on saura si notre intelligence artificielle nous attaque déjà, auquel cas on ne va pas lancer une nouvelle attaque avant que la première est terminée. D'ailleurs, cette condition qu'on a ajoutée ici, on va l'englober dans une autre condition en disant que on va lire tout ce code uniquement si on n'est pas en train d'attaquer actuellement. Donc on peut déplacer ça à l'intérieur de point d'exclamation is attacking. On va aller créer la coroutine qui va nous permettre d'attaquer notre joueur. Donc on va en créer une autre de iEnumerator qu'on peut appeler attack player. On va dire que si cette enumerator, cette coroutine est appelée, alors isAttacking passe forcément à true. On va faire un agent.isStopped égale true. On va bloquer le déplacement de l'ours tant qu'il est en train d'attaquer, pour pas qu'il puisse se déplacer et en même temps nous mettre des baffes par derrière. Notre ours, il va avoir une animation d'attaque. On l'a pas encore ajouté, mais on peut déjà ajouter la ligne. On peut accéder à l'animator et on va utiliser pour ça un setTrigger. On va faire une attaque. Très important, après avoir lancé l'attaque, il faut que notre ours marque une pause tant que l'attaque n'est pas terminée. Et c'est tout l'intérêt d'utiliser ici une coroutine. Donc il faut qu'on ajoute une nouvelle variable attack delay, on va la mettre tout en haut dans les stats. On peut revenir là où on en était. Et après avoir marqué une petite pause, l'attaque elle est terminée. Du coup, on peut réactiver le mouvement de notre agent. Donc on fait un agent.isStoppedFalse, il n'est plus bloqué. Et vu que l'attaque est terminée, isAttacking passe à false. On n'est plus en train d'attaquer. On a juste maintenant à appeler cette coroutine depuis la bonne condition ici. On va faire un start coroutine, attack player, on n'a pas de paramètres à passer, et on peut sauvegarder. On va préciser les paramètres qu'on vient d'ajouter, donc le attack radius, encore une fois, si on l'augmente, vu qu'on a mis un gizmo, on va avoir une autre sphère à l'intérieur qui va apparaître. Chez moi, je crois que j'avais mis 2 ou 2,5. On va essayer ça. Et le attack delay va en fait dépendre de la longueur de votre animation. L'animation d'attaque qu'on a importée, on peut le vérifier d'ailleurs. Si on va sur bear attack, on peut voir ici qu'on a une length qui est de 1,133. Ça veut dire que cette animation dure 1 seconde et 133 millièmes. Donc en théorie, c'est le temps qu'il faut attendre ici dans attack delay 1.133. On va aller ajouter l'animation directement avant de tester. Donc on revient dans notre animator, on va créer le trigger attack qu'on appelle depuis notre script. Et ce trigger, on va l'utiliser dans le base layer, donc cliquez ici pour revenir aux parents de l'animator. On va ajouter l'animation bear attack. On peut déplacer le AnyState juste au-dessus, parce que c'est depuis le AnyState qu'on va appeler cette méthode. On va faire en sorte que quelle que soit l'animation qu'on soit en train de jouer sur l'ours, eh bien, on peut lancer une attaque. On va faire un clic droit, donc AnyState, Make Transition, vers bear attack. Sur cette transition, on ajoute notre condition attaque, notre trigger. Et il ne faut pas oublier d'ajouter depuis bear attack une transition vers movement, sur laquelle on a le as exit time sur oui, et on n'a pas de condition. On veut qu'une fois que l'attaque soit terminée, on repasse dans le mode mouvement, et donc la gestion de la bonne animation selon la vitesse. Tout ça devrait suffire pour ajouter l'animation d'attaque. Donc on va revenir dans
game et on va appuyer sur play. On va s'approcher de l'ours et on va voir ce qui va se passer lorsqu'il va nous attaquer. Donc là, je suis encore trop loin pour qu'il m'attaque, mais si je m'arrête, il va commencer à jouer son animation d'attaque. Et il va m'attaquer autant de fois et aussi longtemps qu'il le peut. Pour finaliser ce système, on va ajouter le fait de baisser la vie du joueur au moment où il prend un coup. Donc dans le script enemy AI, on va ajouter une nouvelle référence en haut. En plus de la transforme du joueur. Et dans PlayerStat, on peut faire un contrôle-clic sur le nom de la classe ou directement ouvrir le script depuis Unity. Et il faut qu'on passe la méthode takeDamage en public pour pouvoir l'appeler depuis les autres classes. On peut revenir dans Enemy AI. On peut en profiter dans les statistiques pour préciser quels sont les dégâts qui vont être effectués par notre ours. Damage dealt. Et ensuite, on peut revenir dans Attack Player. Et juste avant de marquer l'attente, au moment où on va jouer l'animation en fait, on va accéder à Player Stats et on va effectuer des dégâts aux joueurs avec Take Damage en passant ici Damage Dealt. Et on peut sauvegarder. On va aller sur la préfab de notre ours. Player Stat ici, on peut glisser Player. On précise le nombre de dégâts qui vont être effectués. Ici, je vais mettre 15 par exemple. Et du coup, si je suis suffisamment proche de l'ours et qu'il commence à me mettre des coups, vous voyez la vie du joueur qui va baisser directement sur l'interface ici. Jusqu'à ce qu'on atteigne 0 et qu'on ait dans la console un message qui nous dit que le joueur est mort. Fonctionnalité qu'on n'a pas encore tout à fait traitée. On va finir par traiter un petit problème qui semble comme un détail, mais qui est quand même assez facile à traiter, donc autant le faire, c'est ce que je vous montre à l'écran. C'est que l'ours, on est toujours dans son rayon d'attaque, ce qui fait qu'il va donner des coups, mais là, comme vous l'avez vu, je l'ai traversé, je suis passé derrière lui. Mais étant donné que dans la scène, je suis toujours dans le rayon, et bien lui, l'ours, il s'en fiche de la direction dans laquelle est le joueur, il va simplement frapper tant qu'il est dans la zone adéquate. Pour pouvoir régler ce petit problème, on a juste dans la fonction update à dire que si on est dans ce premier cas ici, c'est-à-dire lorsque le joueur est à proximité de notre intelligence artificielle, on va faire en sorte qu'il la regarde en permanence. Si l'ours est en train de nous poursuivre, il faut qu'il nous regarde, et s'il nous attaque, encore plus. Donc on peut faire une variable temporaire de type quaternion. Un quaternion, c'est une rotation en fait. Et on peut faire quaternion.lookRotation. On va prendre la position du joueur, on va soustraire la position de l'objet actuel, donc de notre ours, et on va ensuite simplement accéder à la rotation de notre objet actuel et faire un quaternion.slerp, et on va passer transform.position, la rotation qu'on a calculée juste au-dessus. Pour pouvoir personnaliser ça un petit peu, on va ajouter un paramètre pour multiplier la vitesse de la rotation. Et ici, on va mettre donc rotation speed multiplié par time.delta time parce qu'on veut faire cette rotation au fil du temps. Et ici, c'est bien rotation et non pas position, vu que c'est bien sur les rotations qu'on agit. Voilà, les quaternions, c'est un petit peu de la magie noire, donc je rentre pas trop dans les détails. Mais concrètement, là, en fait, on va agir sur la rotation de l'objet actuel en lui disant dans quelle direction regarder. On va mettre une valeur à rotation speed, je sais plus du tout ce que j'avais mis dans mes tests, je vais mettre 120 au hasard. Et on va reproduire le problème, donc je vais me faire détecter. Et si je passe derrière l'ours, vous voyez qu'il va toujours essayer de regarder vers moi. Alors 120, c'est peut-être un petit peu rapide, quoique c'est pas trop mal, donc on va peut-être laisser ça. Enfin bref, de toute façon, tous ces paramètres qu'on a sur la droite, n'hésitez pas à tester des valeurs différentes, n'hésitez pas à changer un petit peu tout ça. Par exemple, le Detection Radius, moi je trouve qu'il est un petit peu court à 6, je pense qu'on peut aller au moins à 10. Et le Attack Radius, vous l'avez vu, l'ours, au moment où il m'attaque, il a carrément sa tête dans le joueur, ce qui fait que normalement il devrait pouvoir nous attaquer de plus loin. Donc Attack Radius, moi je vais peut-être le passer à 3, voire 3,2, quelque chose comme ça. Tout ça, c'est également de l'équilibrage, donc c'est à vous de voir et d'adapter tout ça selon votre projet.
En tout cas, au niveau du moteur, au niveau du fonctionnement de l'intelligence artificielle, eh bien, on en a terminé avec cette première version. On a une intelligence artificielle qui est totalement autonome, elle se balade d'elle-même dans la scène, elle prend ses propres décisions. Et si le joueur en est proche, elle va commencer à le poursuivre pour l'attaquer. Je vais très rapidement vous reparler d'une chose qu'on a vue tout à l'heure pendant un test. Si je repasse en mode navigation en haut à droite dans la fenêtre, je vous disais que l'ours il a effectivement traversé les rochers à un moment, alors qu'en théorie, il n'est pas vraiment censé le faire. Pour pouvoir corriger ça, il faut qu'on aille dans notre projet, dans les préfabs, et dans Harvestable, sur notre préfab de rocher. On va la sélectionner et sur la droite dans l'inspecteur, on va la marquer comme étant statique. On appuie sur Yes Change Children. De cette manière, le rocher est marqué comme statique et il va donc être considéré comme un obstacle pour nos intelligences artificielles. En revanche, il ne faut pas oublier de faire un rebake de notre système de navmesh après chaque modification, c'est très important. Donc il faut revenir dans Navigation. Vous voyez que là, la zone autour du rocher elle est toujours marquée en bleu, c'est parce que je n'ai pas fait de bake. Et si j'en refais un maintenant, en appuyant sur le bouton, on peut voir qu'il y a une zone blanche qui est apparue et qui veut dire concrètement que l'ours n'a plus l'autorisation de traverser cette zone. Donc concrètement, tous les objets qui ne sont pas censés bouger dans votre scène doivent être marqués en statique. Nos arbres, eux, sont censés pouvoir bouger. Lorsqu'ils sont coupés, ils tombent, ils sont affectés par la gravité, on ne peut donc pas les marquer en statique. Les items, c'est pareil, ils sont censés pouvoir être déplacés, ils peuvent apparaître et disparaître à tout moment, ils peuvent être ramassés, ils peuvent être déposés, donc ils ne doivent pas être marqués en statique. C'est vraiment tout ce qui est décor, sol, etc., tout ce qui ne bouge pas concrètement, doit être marqué en statique, et surtout, après chaque modification, comme je l'ai dit, n'oubliez pas de refaire un bake, c'est très important. Pour finir, c'est vrai que j'ai pas trop passé de temps dessus, sur l'ours, on a notre navmesh agent qui a la configuration par défaut. Par exemple, le radius il devrait être un petit peu plus élevé, vous voyez que notre ours c'est quand même une belle bête, il est assez large, donc on peut mettre par exemple 1,2, et en hauteur c'est un petit peu trop haut, donc le navmesh agent il est représenté par ce cylindre vert qu'on a ici, donc on peut peut-être diminuer un petit peu la hauteur, quelque chose comme 1,7. Et là on peut voir que notre navmesh agent est un petit peu plus propre, et du coup la détection du sol et des obstacles sera beaucoup mieux de cette manière. Et nous sommes arrivés à la fin de ce 18e épisode. J'espère que ça vous a plu. La mise en place d'intelligence artificielle, c'est toujours un petit peu long, et là on a vraiment mis quelque chose en place qui est très complet, bien que ce soit qu'une première version, on pourra toujours l'améliorer un petit peu plus tard. Un grand merci aux tipeurs du mois dernier, dont le pseudonyme est affiché sur la droite de l'écran. Si vous appréciez mes vidéos et que vous avez vous aussi la possibilité et l'envie de me soutenir, vous pouvez le faire via les plateformes Tipeee ou Utip. Les liens sont en description. Je rappelle que c'est grâce à ces plateformes que tout le contenu que je propose sur YouTube est gratuit. Donc c'est très important pour moi de vous en parler. Un grand merci d'avance à ceux qui feront un tour sur les plateformes, et je vous dis à très bientôt pour le 19e épisode de cette série Survie. Salut!